Bonjour à tous. On va changer, on va passer à des choses plus plancher les vaches, hein, un peu pratico-pratique et voir un peu ce qu'on peut faire à l'heure actuelle avec les nouvelles et enfin les anciennes molécules d'abord, puis les nouvelles. Donc je vais vous parler un peu des vieilles molécules et puis voir un peu quelles peuvent être leur place. Bon, j'ai quelques liens d'intérêt, j'ai aucun intérêt à avoir des conflits. J'ai des avis qui changent tous les jours, donc je vais vous dire un petit peu où j'en suis, mais je ne pense pas que ça soit particulièrement lié à mes relations avec l'industrie pharmaceutique. On a deux objectifs dans la vie. On a à traiter nos malades. Je crois que clairement, sur ces bactéries très très hautement résistantes, il n'y a pas de potion magique. Et un élément qui est majeur, c'est qu'il faut vraiment de plus en plus éviter de traiter les malades colonisés et ne traiter que les malades qui sont réellement infectés. C'est souvent compliqué parce que nos malades sont tous fébriles, on a tous peur, ils vont mal pour un oui ou pour un non, on les transporte, ils prennent 3 mg/h de plus de noradrénaline quand ils reviennent, on se dit voilà, ils sont infectés maintenant, c'est sûr. Donc on balance des antibiotiques et des antibiotiques. Et le deuxième point important, c'est que plus vous avez une résistance bactérienne et plus vous devez contrôler la source et vous acharner à avoir le chirurgien ou le radiologue qui vient vous ponctionner l'élément infecté, enlever les cathéters, réfléchir à ce que vous faites. Et c'est là-dessus où on fait la différence. Le deuxième point, et Jean-Ralph en parlera, c'est qu'il faut protéger les autres patients. Et c'est des bêtes de course, et c'est des bêtes de course qui se passent d'un malade à l'autre. Et si on arrive à contenir un petit peu les BHR, c'est en évitant la contamination croisée et en évitant d'irriter les bactéries quand elles n'ont pas besoin d'être irritées. Comme disait Jean-Ralph tout à l'heure, ce qu'elles veulent, c'est survivre. Hein, les pauvres bêtes, hein, qu'est-ce que vous voulez qu'on les tue? Il n'y a aucun intérêt. Donc à partir du moment où elles ne nous emmerdent pas, il ne faut pas les emmerder. Et ça, je pense que c'est vraiment très très important aussi. Les BLSE, elles augmentent, et qu'est-ce qu'on fait? Nous, on augmente notre consommation de carbapénème, et donc on fait des bêtises. Et effectivement, nous sommes des amplificateurs de bactéries multirésistantes. Nous consommons énormément d'antibiotiques. Vous voyez la consommation de carbapénème qui explose, plus 107%. Les céphalosporines de troisième génération, youpi. Le pneumocoque avec l'amoxicilline, c'est de moins en moins souvent. Et c'est bien dommage. Et finalement, on a bien résolu, parce que la sacro-sainte peur des quinolones a fait qu'on a un peu baissé la consommation. Je ne suis pas sûr qu'on ait raison dans tous les cas. Et malheureusement, on a peut-être diminué un petit peu la consommation d'aminoglycosides, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Alors, il faut savoir qu'ailleurs, c'est pire. Hein, quand vous voyez ce qui se passe dans les égouts d'Inde, où il y a une croissance phénoménale de bactéries qui sont parfaitement résistantes aux antibiotiques et qui vivent particulièrement bien. Elles sont extraordinairement adaptées à leur environnement. Et que vous voyez que les loulous en Inde, ils nous prescrivent et ils nous mettent dans le marché un pénème qui s'appelle le pharopénème et qui est en péros, donc accessible à la maison. Vous imaginez qu'on est dans une catastrophe écologique majeure, d'autant plus que notre problème, même si je vais revenir sur le plancher des vaches après, c'est qu'on bouge, que les gens bougent beaucoup, qu'on consomme beaucoup d'antibiotiques, mais pas tellement nous, où on est le petit morceau de rien du tout, mais ailleurs, vous avez vu, et de façon considérable, et que ces bêtes sont parfaitement adaptées à leur environnement et sont capables de diffuser de façon clonale, et c'est le cas pour OXA48. C'est moins le cas pour KPC, mais c'est le cas pour OXA48, c'est certainement le cas pour NDM et pour les métallobêta-lactamases. Et même si vous n'en avez jamais vu pour l'instant, je vous assure que vous allez en voir, il n'y a aucun doute, et que vous allez avoir des ennuis. Donc il faut essayer de gérer ce monde qui est assez compliqué à gérer. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec nos vieux machins? Nos vieux machins, elles peuvent épargner les carbapénèmes et elles peuvent éventuellement traiter les BHR. Alors, si on regarde les BLSE, pour épargner les carbapénèmes, il faut savoir, bien sûr, que le pénème reste la molécule de référence, mais que vous voyez qu'il y a tout un tas de molécules qui sont plus ou moins anciennes, qui ont un degré de sensibilité qui n'est pas négligeable. Et vous avez la tigecycline, la phosphomycine, vous avez la thémocyline, vous avez éventuellement l'association piperacilline-tazobactam, vous avez un certain nombre de molécules de Bactrim, vous avez les quinolones, qui peuvent de temps en temps vous aider, et il faut probablement les utiliser. Alors attention quand même, parce que ces molécules-là, elles sont plus sensibles à l'effet inoculum que les pénèmes, et que quand vous avez un gros inoculum, un malade très sévère, commencez un traitement avec ce type de molécules. D'accord, on fait les kékés avec ce genre de choses de temps en temps, mais
il faut savoir raison garder et de temps en temps être plus prudent. Et j'ai un peu de mal, moi personnellement, à débuter un traitement avec une molécule qui n'est pas un PNM, même si on me dit qu'elle est parfaitement sensible, même si de temps en temps on peut le faire. Les alternatives sont incertaines. Les céfamycines, ça peut être pas mal, mais Jean-Ralph avait montré il y a quelques années qu'il faut taper très fort, il faut mettre probablement des concentrations importantes, une optimisation pharmacocinétique. La thémocyline, ça peut être aussi assez intéressant. Faire attention, le breakpoint pour les infections sévères, c'est 32 mg. Malheureusement, dans mon expérience, 9 fois sur 10, c'est au-dessus de 32, c'est 8, pardon, et c'est au-dessus de 8 dans la plupart des infections graves, et dans la 8 mg, enfin pour les infections graves, c'est quand même très très difficile à utiliser. Bon, la Vibactam, je laisse Rémi en parler tout à l'heure. La phosphomycine, ça peut être intéressant, mais attention, ça diffuse super bien, mais ça résiste aux antibiotiques à une vitesse, ce truc. Donc faites attention. En bithérapie, ça peut être tout à fait intéressant et il faut les garder en tête. La Tigée, on va en parler un petit peu tout à l'heure. Le Bactrim, ça peut être une molécule qui est intéressante. On a toujours peur des problèmes hématologiques avec cette molécule, mais finalement, on y arrive. Les combinaisons, alors on en a qui sont disponibles en France, d'autres qui ne le sont pas, qui peuvent être intéressantes. Quant aux molécules qui sont utilisées en ville pour des infections particulières du bas de la diapositive, on n'en parlera pas trop aujourd'hui. Est-ce qu'il faut désescalader sur les bactéries les plus résistantes? Oui, je pense que pour les BLSE, on peut le faire. À partir du moment où on a contrôlé l'infection, qu'on connaît les souches, on peut y arriver. Alors, RTAPNM, il y a une grosse discussion là-dessus. Est-ce qu'il faut désescalader à l'RTAPNM quand on a une BLSE? C'est compliqué, on pourra en discuter tout à l'heure. La TASO, quand les infections sont à 2 ou à 4 mg par ml, je pense qu'il n'y a pas trop de danger, on peut y aller. Le cefepime peut être aussi intéressant si les CMI sont corrects. Ce qui veut dire que le corollaire à ça, c'est l'interaction avec les microbiologistes, c'est de demander des CMI, de les pousser dans leur retranchement sur un certain nombre de choses, de discuter avec eux, c'est fondamental, vous n'y arriverez pas tout seul. Et donc, c'est important. Bon, un petit survol de choses qu'il faut que vous ayez en tête, parce qu'un jour, ça va vous servir. On ne va pas refaire l'ensemble de la littérature pour toutes ces molécules. Il y a des synergies qui sont décrites avec tout, in vitro, avec une bestiole particulière à qui on a mis 2 antibiotiques, on a dit « Ah, c'est formidable, c'est synergique ». Après, on se met à dire « Oh là là, ça marche à tous les coups ». Non, ça ne marche pas à tous les coups. Donc, il faut discuter, essayer d'avoir des associations d'antibiotiques testées au laboratoire, ce qui n'est pas tout simple. Quelques éléments majeurs qu'il faut garder en tête, que vous ayez quelques algorithmes. Cette diapo est importante, tant pis si on passe à la conclusion après. Je pense que c'est important d'avoir pour vous un certain nombre d'idées de base dans la tête. Bon, Pseudomonas aeruginosa, c'est notre problème en France, hein, c'est très clairement le plus important au quotidien ou en routine. Alors vous avez beaucoup de résistances bactériennes qui ne sont pas liées au carbapénémase, de plus en plus de problèmes pour nous en tout cas avec des épidémies de métallobêta-lactamase, en particulier des VIM2, qui nous posent de plus en plus de soucis et qui posent des soucis thérapeutiques majeurs. Alors, les molécules dont on dispose, hormis les antipseudomonas habituels, c'est colistine, aminoglycosides, la phosphomycine de temps en temps, on n'aime pas trop, compte tenu de ce que je vous ai dit tout à l'heure. L'astréonam peut être utile sur les métallobêta-lactamases, en association éventuellement, peuvent être intéressantes. Puis de temps en temps, on peut trouver des places à des molécules autres. Pour les entérobactéries, le problème, c'est surtout les carbapénémases. Et dans ce cas-là, vous avez 2 molécules de base qui sont la colistine et la tilécycline. Les namisinosides, quand vous pouvez les utiliser, mais malheureusement, la plupart du temps, on ne peut pas. La phospho, c'est aussi très souvent difficile, mais pour les KPC, ça peut être une solution intéressante. Il y a des vraies synergies entre la colistine et la phosphomycine qui peuvent être intéressantes. Et puis, les autres molécules peuvent vous aider. De temps en temps, les cyclines, bien que ça soit difficile. Le chloramphénicol, pas tellement pour nous, mais il y a des papiers indiens qui montrent que ça peut être assez intéressant dans certains cas, donc à garder en tête pour certaines situations très particulières. Acinetobacter baumannii, ce n'est pas tellement un problème en France, mais c'est un problème partout ailleurs et très très important. Beaucoup de situations où finalement il n'y a que la colistine et la tigée qui sont utilisables. Il faut savoir, en particulier aux US, qu'il y a beaucoup de travaux sur l'aminocycline, on va en reparler un petit peu, qui est peut-être un chouïa mieux sur Acinetobacter baumannii à discuter et on verra un petit peu ce qu'on peut en penser. Sulbactam, il faut y penser parce que de temps en temps ça peut aider sur Acinetobacter. C'est une niche du sulbactam. Alors il faut en trouver, mettre des mélanges avec ampicsulbactam plus un autre antibiotique, c'est éventuellement faisable, les aminosides, et puis ce qu'on a dit tout à l'heure. Vous avez cette revue qui est assez intéressante, je ne vais pas reprendre. Alors, vous imaginez les Chinois, ils s'y mettent à des milliards et puis ils font toutes les associations possibles, ils regardent tous les antibiotiques et toutes les synergies. Alors, dans ce papier, on vous montre, et il y a plein de références qui vous disent qu'il y a plein de synergies in vitro qui sont décrites.
Comme on a dit tout à l'heure, on a affaire à des bactéries qui sont extrêmement difficiles à traiter. Et le corollaire de l'utilisation des vieux antibiotiques, et même des nouveaux, hein, c'est d'utiliser des billes, voire des tri-antibiothérapie. Et la désescalade, prudence sur la désescalade. Je ne suis pas sûr qu'il faille désescalader les antibiotiques dans ces cas-là, qu'il faille passer d'une bithérapie à une monothérapie, et qu'il faille faire des durées de traitement courtes. Je ne sais pas. C'est difficile, c'est compliqué. On n'a pas de données pour l'instant pour aller plus loin dans ce domaine. Ah, ça y est, ça recommence. Ce qu'il faut savoir, c'est que la bithérapie, sur les bactéries résistantes, il y a ce papier qui est assez intéressant, qui est une revue de la littérature, enfin, qui n'est pas une revue, qui est une étude multicentrique qui a regardé pour les entérobactéries productrices de carbapénéma si la monothérapie ou la bithérapie, ça fait mieux. Et c'est des vraies bithérapies qui durent jusqu'au bout. Et dans ce papier, eh ben, il y a une tendance à une différence sur la population générale. Et si vous prenez les malades les plus graves, il y a un bénéfice en termes de mortalité à utiliser des bithérapies par rapport à une monothérapie. C'est pour ça que je vous dis, et il y a de plus en plus de données là-dessus, faites attention. On a 2 lance-pierres, et 2 lance-pierres, ça fait mieux qu'un lance-pierre. Bon, voilà. Et donc, attention. Bon, sur les synergies, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a quelques trucs qui sont intéressants. Grosso modo, il y a peu de synergie entre polymyxine et bêta-lactamine. De temps en temps, on trouve quelque chose. Il y a une vraie synergie entre coli et tigé en particulier, et à condition qu'on utilise des vraies doses de tigéciline. Et donc la dose de l'AMM, malheureusement, a tout planté parce qu'elle était trop basse. Donc vous doublez la dose habituelle. C'est facile, vous doublez la loading dose et vous doublez la dose habituelle et vous arrivez à faire quelque chose. Il y a quelques éléments intéressants sur Acinetobacter. Vous savez qu'on se demande si ce n'est pas un Staph coagnec qui a muté un jour et qui est devenu un Acinetobacter, donc un bacille à gram négatif. Et toujours est-il qu'il se trouve que ça a une synergie entre la colistine et les glycopeptides, l'arifan, l'adapto. Et de temps en temps, vous pouvez vous poser la question d'utiliser ces molécules en association sur les bactéries à problème. Colistine levo, qui a une synergie sur Pseudomonas aeruginosa à condition que ça soit sensible, Acinetobacter, et sur Acinetobacter aussi. Et ce que je vous ai dit, coliphospho, il y a quand même des choses qui sont intéressantes là-dessus, et avec une synergie très probable qui existe, bien que les confirmations sur les études ne sont pas évidentes. Ce papier vous reprend l'intérêt de la bithérapie, encore une fois, sur une méta-analyse de tous les essais. Il vous dit que c'est plus vrai sur Klebsiella, et en particulier sur les KPC, et c'est plus vrai sur les bloodstream infections que sur les pneumonies nosocomiales, la bithérapie, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. Important, la colistine, dose de charge, c'est concentration dépendant. Attention à ça. Ça a un bon effet post-antibiotique, sauf pour Klebsiella. Donc vous donnez en 2 doses par jour, 3 doses par jour sur Klebsiella. Faites attention aux posologies, vous avez plein de papiers, on ne va pas les reprendre, mais c'est 10 à 12 millions en dose de charge, puis ensuite vous pouvez baisser les doses. Il y a du Larsen, il faut que je m'éloigne du machin. Vous avez un problème d'effet inoculum avec Pseudomonas aeruginosa et de recroissance. Donc gros problème en début de traitement, et il y a de plus en plus de résistance. Alors ce n'est pas tellement la transmission plasmidique du gène MCR1, c'est surtout des modifications de la paroi qui rendent la pénétration d'antibiotiques beaucoup plus difficile et un niveau de résistance qui pose vraiment des problèmes. Donc toujours en bithérapie, s'il vous plaît. La phospho, je vous ai dit tout à l'heure, peut-être c'est possible. Vous avez vu qu'on atteint des pics qui sont absolument considérables, qu'en Grèce, ils utilisent jusqu'à 32 grammes. Hein. Nous, on n'est pas du tout à la dose de base, vous savez, c'est 12. On peut monter à 24, on peut aller à 32. Attention aux effets secondaires, hypokaliémie, une charge sodique qui est tout à fait importante et un niveau de résistance tout à fait important. La tigée, donc double dose toujours, faites attention à ce produit. Ça diffuse très très bien, vous avez des concentrations dans le tissu qui sont supérieures à celles que vous avez dans le sang. Donc ça peut être tout à fait intéressant, toujours en association dans ces cas-là. Ce que je vous disais sur l'aminocycline, c'est que ça semble mieux toléré, qu'on peut monter un petit peu les doses et que vous avez des concentrations dans le sang qui sont meilleures par rapport à l'index thérapeutique est un peu meilleur. Et ça va s'arrêter bientôt, c'est une catastrophe ce truc. Et donc, vous avez peut-être intérêt à utiliser l'aminocycline. Vous savez que les US ont beaucoup poussé pour qu'ils aient l'aminocycline IV de nouveau. J'espère que ça va revenir en France aussi. Ça peut être utile sur des trucs particuliers. Les combinaisons de PNM dans certains cas particuliers peuvent vous aider. Il faut savoir qu'au-dessus de 8, vous n'y arriverez jamais avec un PNM. Peut-être en association de temps en temps, ça peut être intéressant, mais au-dessus de 8, vous aurez beaucoup de mal. Mais de temps en temps, ça peut être utile. Vous pouvez aussi utiliser le double PNM. Le ertapenem, c'est une espèce de capteur d'enzymes et qui vous permet d'avoir une petite activité du méropénem ensuite.
Considérer les antibiotiques locales, oui, c'est possible qu'on puisse faire quelque chose. Je pense qu'on joue un peu à l'apprenti sorcier avec les antibiotiques locales. Je suis un peu surpris par le fait que systématiquement on trouve un meilleur effet en termes d'efficacité microbiologique et une tendance à l'augmentation de la mortalité ou de l'augmentation de la ventilation mécanique quand on utilise ces trucs-là. Et donc, je suis un petit peu inquiet sur ce genre de choses. Donc, les associations de vieux routards, probablement, c'est assez intéressant. Mon partenaire s'est penché sur plein de choses qui concernent les jeunes premiers et voir les associations. Et donc, je vais lui laisser la parole. Peut-être qu'on pourra discuter après. Je ne sais pas comment vous voulez faire.